cœur de notre métier, qui est de concevoir et de délivrer de la formation, on a passé un cap très significatif, tout simplement parce qu'on a été contraint de passer, en fait, de faire migrer tous nos dispositifs de formation en distanciel, et ce de manière extrêmement rapide. Et du coup, nous avons été capables de former des quantités, sur des quantités de sujets différents, de manière très massive, et on a été capable de le faire à une vitesse, avec une réactivité et une agilité absolument incroyable. Si on remonte 2 ans et demi ou 3 ans en arrière, si on nous avait dit dans 2 ans ou 3 ans, voilà ce que vous aurez été capable de faire, très probablement, on se serait dit non, c'est pas imaginable, c'est pas possible, ça prend beaucoup plus de temps. Et on a réussi à le faire. Jérôme, t'es un peu bisounours là, non? C'est la séquence auto-congratulation. T'as quand même des points de vigilance, des risques que tu identifies sur ces 2 années Covid? Oui, c'est vrai, je suis un idéaliste, mais je me soigne surtout pas. Mais il y a effectivement il y a quelque chose quasiment d'olympique dans ce qu'on a réalisé. On a fait plus vite, plus haut, plus fort, on a fait plus agile, on a fait des choses extraordinaires. Et ce côté olympique, il y a une médaille et il y a un revers à cette médaille. En réalité, la capacité que nous avons eue à déployer très très massivement, avec des budgets qui ont été, dans le meilleur des cas, maintenus, la plupart du temps réduits, fait qu'on a installé dans l'esprit de nos commanditaires, de nos interlocuteurs, de nouvelles références. Et ça, c'est le principal piège en fait auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a été maintenant quelque part, la normalité finalement, ce serait de se dire, ok, on a besoin d'un dispositif de formation, vous avez 1 mois, pour les budgets on vous fait confiance, on sait que vous allez pouvoir faire ça avec un budget extrêmement réduit, et en plus de ça... Moins 30, moins 40, nous disait Jean Rochoulier de Safran, en gros. Absolument. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vécu des coupes aussi drastiques, mais en tout cas, il y a eu des coupes budgétaires considérables, et pourtant, on a installé effectivement dans l'esprit de nos interlocuteurs un coût horaire qui est en train de devenir une référence. Ça veut dire que maintenant, ils se disent, ok, pour ce prix-là, on peut former de manière qualitative, c'est-à-dire sans sacrifier notre proposition de valeur, une quantité incroyable de personnes. Jérôme, c'est quoi la conséquence si on laisse nos clients internes se focaliser sur cet unique critère financier? Mais en fait, c'est notre titre. Ça veut dire, là, j'ai passé la partie, comme tu dis, bisounours, mais on est rentré dans une nouvelle normalité dans laquelle il va falloir être capable de prendre les bonnes décisions. Et effectivement, il va falloir être capable de se focaliser sur notre proposition de valeur, sur la création de valeur, si on ne veut pas être victime d'une certaine manière de cette malédiction qui est le more with less. Vous êtes capable de faire toujours plus vite, avec plus de qualité, et ça avec des budgets équivalents, voire des budgets contraints. Donc on a véritablement ici à prendre des décisions. Il y a des bonnes voies à suivre et il y a aussi des pièges à éviter. Concrètement, on peut faire le point tous les deux en ping-pong sur les pièges et puis les actions à suivre. Alors le premier piège, je l'ai cité évidemment, c'est celui qui consisterait à se focaliser sur des indicateurs qui sont des indicateurs d'usage et qui sont d'ailleurs les indicateurs historiques de la formation professionnelle. Avec la 2483, on a fait combien d'heures, on a formé combien de personnes, on a déployé combien de dispositifs. Et j'ai entendu, moi, des gens parler avec tellement d'enthousiasme des réalisations qu'ils ont eues sur les dernières années. On a fait 10 000 heures, 20 000 heures, 30 000 heures, etc. que c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on a de quoi être fier, mais en même temps, il y a un vrai risque derrière ça. Tu as raison, parce que, et notamment avec les partenaires sociaux, on était drivé par tous ces indicateurs, mais c'est une sorte d'obligation de moyens. Regardez tout ce qu'on a fait, et aujourd'hui, on a une obligation de résultats. Et donc, c'est sûr que la démarche à suivre, c'est compliqué parfois, mais les technos peuvent nous aider. C'est vraiment cette capacité à démontrer la valeur créée, l'impact, à avoir des KPI. Donc, passer de nombre d'heures, moyens mis en œuvre, avec véritablement plutôt retour sur investissement. Et on le verra tout à l'heure, sinon on risque de générer de la frustration chez la plupart de nos clients d'ailleurs. Tu vois un autre piège? Alors l'autre piège, il est directement lié à ça. C'est celui des contraintes budgétaires qui peuvent nous amener dans un certain nombre de cas à nous dire qu'on fait quelque chose qui est correct, qui est satisfaisant. Alors on peut se cacher derrière la loi de Pareto, mais en fait il y a un vrai risque quelque part de sombrer dans une forme de low cost. Ça veut dire de dispenser de la formation pour le plus grand nombre et parce que nous n'avons pas nécessairement tous les moyens que nous aimerions avoir, eh bien de dégrader la qualité de ce que nous proposons aux collaborateurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que la bonne manière d'aborder
les choses, c'est une exigence de valeur, on y reviendra après par rapport à des objectifs, mais sous un régime de budget restreint. Et donc, c'est la frugalité, en fait. Je vais vous prendre 3 exemples, moi, qui m'interpellent toujours. Je déploie un magnifique programme pour 150 participants. Au bout d'1 an, il est fini. Tout ce que j'ai construit dans ce programme, je le jette. Et si je relance un autre problème, je ne vais rien recycler. Recycler, recombiner, retravailler avec l'ensemble des dispositifs qu'on a pu travailler, c'est des gains financiers énormes. Et très peu de gens le font. Il y a toujours 5, 10, 20, 30, 50, 60% d'un programme qui peut aller rejoindre un autre dispositif de formation. Et puis après, bien entendu, tout ce qu'on peut faire en interne, il y a tellement de pépites, il y a tellement de possibilités de mobiliser nos apprenants, de travailler sur la formation frugale, sur la informelle, pardon, c'est la deuxième illustration. Donc il y a une allocation stratégique des ressources, avec effectivement cette contrainte budgétaire auquel on ne peut pas déroger, et qui passe par de la frugalité. Derrière cette frugalité, savoir faire malin et savoir réfléchir là où on va pouvoir mobiliser le meilleur des ressources internes. Et puis là, on va pouvoir éventuellement chercher un prestataire. Quoi d'autre, Jérôme? On en a pas mal de pièges, en fait. Il y en a pas mal. 3e piège, tu parles des programmes. On a le devoir, nous, de couvrir en fait, des référentiels de compétences. Donc, de tout temps, on a été amené à réfléchir en termes de bijection entre le référentiel d'une part et puis les formations qu'on propose d'autre part. Et on a été longtemps jugé sur notre capacité à couvrir en fait ces référentiels. Et avec la digitalisation, eh bien, on se dit aujourd'hui qu'on est capable d'offrir un choix énorme et qu'on peut avoir des catalogues qui sont des catalogues pléthoriques. Ça, c'est un vrai piège aussi. Oui, vous entendez, on veut être le Netflix du learning, on veut être vieille référence, la redoute du learning. On met à disposition de nos apprenants 6076 programmes. Vous vous rendez compte le choix? Vous le savez sans doute, en neurosciences, plus le cerveau a le choix, plus il est démuni. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. Je vous mets face à un restaurant chinois qui vous propose 160 plats, 95% des gens vont commander riz cantonné et rouleau de printemps. Je vous mets face à 3 alternatives, le cerveau va être en capacité de choisir. Alors avant, c'était peut-être pas très sympathique d'ailleurs, on avait un responsable formation qui allait voir un collaborateur pour lui dire « on te voit bien dans ce programme, on a décidé de… » Et aujourd'hui, on pense que finalement, la bonne manière de faire, c'est 96% des gens qui vous ressemblent ont choisi ce programme et l'ont apprécié. Mais en fait, dans les 2 cas, le collaborateur n'est pas acteur, il n'est pas mis face à sa responsabilité. Il passe de suggestions faites par un être humain, une suggestion faite par la machine, et dans une période post-pandémie, je ne suis même pas sûr que la recommandation par la machine lui plaise plus que d'avoir un responsable de formation qui l'appelle et qui évoque avec lui des alternatives et qui le met face à un choix. Donc attention au catalogue. Le catalogue va plutôt obliger les gens à faire des choix traditionnels, prendre peu de risques, et c'est certainement pas le moyen de les rendre acteurs et autonomes. D'ailleurs, sur ce sujet-là, acteurs et autonomes, faire attention aussi peut-être, non? Alors, l'autonomie, en fait, elle est portée aussi par toutes les promesses de l'intelligence artificielle, de l'adaptive learning, de la personnalisation, de la prescription. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable à une condition. C'est que ce ne soit pas simplement la prescription par rapport à ce que j'ai consommé précédemment, consommé en termes de formation, ce que j'ai suivi, parce que sinon, ça va me proposer toujours plus de ce que j'ai déjà fait, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement toujours plus de ce dont j'ai véritablement besoin. Donc à un moment, la prescription, il va falloir qu'on soit capable de la calibrer correctement. Et puis, on peut toujours parier effectivement sur l'autonomie du collaborateur, de l'apprenant, mais cette autonomie, il ne faudrait pas qu'on glisse progressivement vers le pari qu'il est autonome. Être capable de savoir ce que je ne sais pas, on connaît ce biais cognitif, c'est un vrai sujet, et donc on ne peut pas abandonner nos collaborateurs face à la formation avec le fantasme de l'an 2000 qui était, souvenez-vous, toute l'information et toute la connaissance à portée de clic. Et aujourd'hui, on se dit avec l'intelligence artificielle, on va vous dire quelle est la bonne formation qu'il vous faut demain par rapport à telle problématique. Ouais, le salarié acteur, c'est certainement pas le salarié abandonné. Dans la façon dont on peut voir les choses, je suis fasciné par des études que je mène dans pas mal de grands groupes où à une question dans une People Survey, mais c'est génial maintenant, vous pouvez faire vos choix, vous avez des formations personnalisées, vous êtes aux commandes, vous faites tous les choix. Parfois les verbatim, oui, mais ils sont où les équipes learning? Est-ce qu'ils travaillent encore? Est-ce qu'on a encore besoin? Est-ce qu'il ne faut pas fermer l'équipe learning? En gros, c'est moins de
c'est moins de conseils standards, puisqu'effectivement l'automatisation permet d'en faire, mais c'est plus de conseils à forte valeur ajoutée. La capacité, quand le collaborateur a un vrai problème, n'a pas la posture réflexive, est en fracture digitale, là, du coup, comme on a abandonné le conseil standard pour tous, de lui apporter un conseil à très forte valeur ajoutée, mais ce n'est pas la disparition et l'effacement de la fonction learning au profit d'un salarié acteur qui pourrait faire tous ces choix. En fait, on ne se programme pas acteur. Il ne suffit pas de le dire pour que les gens le deviennent, et il y a des inégalités par rapport à l'action qui sont assez larges. Donc, par contre, une montée en gamme sur la valeur ajoutée et le conseil plus ciblé, moins sur des questions peut-être routinières et automatiques. Un peu comme le font des entreprises. Vous identifiez les 60 questions standards que tous les salariés posent tous les ans et qui polluent les services learning. Et là, vous pouvez mettre en place des bots et automatiser ça. Mais vous gardez les 10 questions ou les questions auxquelles vous avez besoin d'apporter une réponse précise, humaine et à forte valeur ajoutée pour justifier de votre valeur. Je pense qu'il y a un élément clé qui se joue là-dessus. On en a encore deux. Oui. L'expérience d'apprentissage, tu voulais en parler un petit peu? L'expérience d'apprentissage, alors il y a des besoins en termes de conseils et puis il y a des attentes en termes d'expérience d'apprentissage. Quand vous vous baladez dans les allées, là, on va vous parler de gamification, de personnalisation, de fun, de serious game, etc. etc. Et d'une certaine manière, il y a cette expérience d'apprentissage qui est quelque chose qui est tout à fait indispensable. Et d'ailleurs, le postulat de Kirkpatrick dans ses niveaux d'évaluation, c'est que la satisfaction, la perception de la formation doit être bonne, ou en tout cas considérée comme productive, pour que je puisse acquérir des connaissances durablement, changer des pratiques, etc. etc. Mais le risque ici, c'est de déraper vers quelque part du gadget, quelque part vers du j'ai besoin de ma dopamine, faites-moi faire un truc rigolo. Et donc, c'est de passer vers des activités d'apprentissage qui pourraient finalement être un peu gadget. Ouais, je pense que tu as raison. Il faut distinguer comment on engage dans un parcours de learning les gens. Et c'est sûr que le fun, le plaisir, c'est un moteur puissant. Et là encore, les travaux sur les neurosciences nous éclairent. Plus le cerveau s'amuse, moins il retient. Donc plus un parcours est drôle, moins il y a d'ancrage mémoriel, donc moins il y a d'impact. Par contre, vous avez des scores encore dans nos data de tout à l'heure, 4,9 sur 5 des apprenants, enfin les apprenants ont scoré 4,9 sur 5. Ils ont tellement adoré ce programme, ils n'ont jamais autant ri. Et donc, bien sûr qu'il faut du fun, bien sûr, mais on sait que le cerveau, sa mécanique d'ancrage mémoriel, c'est d'être challengé, c'est d'échouer, c'est de se dépasser, c'est d'avoir la fierté à un moment, se dire c'était dur et j'y suis arrivé. Donc tout ce qui tourne autour de la maîtrise, du sens, de la fierté et du challenge sont intégrés. Donc c'est pas fun ou sérieux, mais c'est la capacité, ce sera le thème de notre prochaine conférence, à concilier utilité et agréabilité. Et pour finir, l'innovation technologique. On est à Learning Technologies et effectivement ici vous avez les moyens de trouver par rapport à des problématiques, aux attributs des cibles que vous adressez, vous avez les moyens de trouver des solutions technologiques qui vont vous permettre de faciliter, de prendre en charge tout un tas d'opérations, de transactions pour pouvoir vous focaliser sur la valeur ajoutée. Et aussi, il peut y avoir, et c'est là où il y a une tentation, qui est une tentation un peu risquée, c'est le côté l'innovation passe par la technologie, c'est le côté l'espérance finalement que l'intelligence artificielle ou que la technologie va résoudre nos problèmes à notre place, voire même qu'elle va créer un effet waouh et qu'on va se dire c'est formidable maintenant en mettant ce nouveau dispositif, en mettant de la VR, en mettant d'autres choses, c'est sûr, ça va mieux marcher. Et là, il y a véritablement un risque de décrochage par rapport à l'utilité. Oui, je pense que tu as raison. Il y a parfois une forme de paresse où on dit on lance une formation en métaverse et donc c'est gagné. La technologie, c'est au service d'eux, c'est pas la finalité. Donc ne vous trompez pas. Il y a d'abord une vraie ingénierie pédagogique. D'ailleurs, moi je suis fasciné, c'est-à-dire que ces 2 années ont remis au top et au sommet l'ingénierie pédagogique, la capacité de conception, la capacité de réflexion autour d'une valeur. Et après, c'est vrai, on vit une époque formidable, on a une opportunité de technologie derrière pour atteindre cette finalité qui sont exceptionnelles, mais c'est pas d'abord la techno, puis pourquoi faire, entre guillemets. Alors ouais, vas-y. Dans son ouverture, quand tu dis le remet au top de nos priorités, hier, Don Taylor présentait le résultat en ouverture, en session d'ouverture, il présentait le résultat de son enquête qu'il fait chaque année, qu'est-ce qui va être important, ou quels sont les grands enjeux ou vos grandes priorités pour l'année à venir, What's hot today. Et en numéro 1,
il y avait le fait qu'il faut impérativement qu'on soit capable de faire de l'upskilling et de faire du reskilling nous-mêmes. Ça veut dire charité bien ordonnée, c'est tout ce que nous venons de voir, tout ce que nous venons d'évoquer, qui sont de merveilleuses opportunités. En fait, on a un rendez-vous ici qu'il ne faut surtout pas manquer. On sort, on a démontré qu'on était capable de véritablement contribuer à la stratégie, qu'on était présent, qu'on était réactif. C'est formidable. Et tous les pièges, effectivement, et toutes ces traverses que je viens de vous présenter, et dont on vient de parler avec Michel, il faut qu'on s'en garde, parce qu'il y a quelque chose, il y a un vrai pari aujourd'hui pour pouvoir réussir notre positionnement dans les mois et les années qui viennent. Et ça passe aussi par une réflexion sur ce qu'est notre métier et la manière dont on va le faire évoluer. Ouais, moi, je suis fasciné par ce qu'on appelle le new normal, qui est en gros la montée des exigences exponentielles pour le métier du learning. Alors très clairement, dans toutes les études mondiales, que ce soit au niveau des études quantitatives ou les études scientifiques, le learning, l'entreprise apprenante, le développement des capacités des individus intègre le top 3, voire parfois est en première position. Et puis dans le même temps, des gens comme Deloitte ou comme Jules Berching, quand ils font le gap entre enjeux et compétences des équipes pour atteindre cet enjeu, donc par exemple enjeu de monter en compétences des collaborateurs, capacité des équipes learning à le réaliser, il identifie un skill gap. Et on peut l'expliquer. C'est vrai que le new normal, c'est une crise qui vous tombe sur la tête, l'Ukraine, la Covid, mais demain peut-être la chute des techs de 50%, des faillites et ainsi de suite. Et plus que jamais, les équipes learning ont des capacités de bifurcation, d'agilité et de concevoir des programmes sur des thématiques qu'elles n'ont jamais traitées auparavant. Ça n'existait pas il y a 5-10 ans. On lançait très rarement, on en lançait très rarement de nouveaux programmes et on pouvait vivre plusieurs années sur des thématiques. Une capacité d'improvisation, de sérendipité et de conception de nouveaux programmes. Deuxième tendance, les technologies évoluent de manière exponentielle et la durée de vie de compétences d'un collaborateur se décline, on le sait depuis les années 90. Mais c'est vrai qu'une compétence hard skill dans beaucoup de métiers, c'est de l'ordre du mois ou de l'année, alors que c'était de l'ordre plutôt d'une dizaine d'années. L'IA vient nous challenger sur toutes les tâches simples, routinières et répétables. Un peu comme on le disait tout à l'heure sur les bots, qui ont la capacité de renseigner avec un très beau niveau de qualité 24 heures sur 24 les gens. Les aspirations des gens évoluent aussi, leur rapport au travail évolue, la façon dont on leur donne envie évolue, sans parler du réchauffement climatique et de toutes les préoccupations socialement responsables. Donc je trouve que le métier s'est pris dans la tête plus 3, plus 5, plus 10 points en termes de compétences nécessaires pour adresser ces sujets. Et quand on est face à ce new normal, on a souvent tendance à raisonner un peu comme avant. Et donc quand on pense upskilling, soit monter en compétences de l'équipe sur les mêmes compétences métiers. Par exemple, j'ai lancé un grand programme et je vais tous vous reformer à l'ingénierie pédagogique, je vais tous vous reformer à l'accompagnement de la transition digitale, je vais tous vous former à un dispositif de mentorat-tutorat. Et moi, j'ai l'intime conviction, et je sais que tu la partages, Jérôme, que en fait, pour upskiller une équipe learning, il faut raisonner équipe et pas individu. La notion de spécialisation, il y a un spécialiste de l'ingénierie, il y a un spécialiste de la com, il y a des silos, c'est des choses qui vont devoir disparaître au profit d'un concept que moi j'appelle Dream Team. Et je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots. Et pourtant, ça fait quand même quelques années qu'on dit qu'il faut briser les silos, il faut faire attention, il faut avoir effectivement un plan B, il faut avoir des gens qui sont... Il faut générer une forme de polyvalence. Et ce dont on se rend compte, c'est que la polyvalence, finalement, elle amènerait à une forme de... Le côté tout le monde est pas mal, mais on n'a pas de star. C'est parce que déjà, dans ton recrutement, tu tues ça. En faisant une fiche de poste, un remplacement de poste à poste, et en recrutant l'individu sans prendre en compte son intégration dans une Dream Team. Je pense que c'est ça l'enjeu. Le concept de Dream Team, il est extrêmement sévère. C'est qu'avec l'IA et les technologies, les moyens, c'est horrible, hein, parce qu'après, il y a des enjeux sociétaux préoccupants. Les gens ont portefeuille de compétences moyens, les gens polyvalents, auront de plus en plus de mal à s'imposer. Et à contrario, il faudra exceller dans un domaine pour pouvoir faire des choses que la machine ne fait pas. Une fois qu'on a dit ça, les gens vont devoir beaucoup plus se spécialiser que par le passé. C'est-à-dire assumer des domaines dans lesquels ils sont forts, dans lesquels ils ont de l'appétence, dans lesquels ils ont de l'ennui, pour devenir les meilleurs d'eux. C'est déjà le cas dans la Silicon Valley de manière extrême, chez Netflix et chez Google. On ne veut pas un bon codeur,
On veut un codeur qui code 6 fois plus vite que la moyenne du marché. On ne veut pas un créatif, on veut quelqu'un qui est capable d'inventer la technologie qui s'imposera loin devant les concurrents. Donc cette hyper spécialisation, ça nécessite plusieurs choses. Le premier, c'est faites un diagnostic collectif de vos équipes sur les hard skills, ça c'est facile. Sur les soft skills, c'est déjà plus challengé, mais aussi sur leur passion, ce qu'on appelle parfois les mad skills, sur les éléments de différenciation. Par exemple, des qualités qu'ils ont parfois pu développer hors travail. Créativité, capacité de restriction, capacité d'organisation et de structuration. Et là, il faut être très lucide, il faut se regarder dans la glace, il faut très lucidement s'apprécier dans une équipe. Sommes-nous une équipe de clones? On est tous forts dans les mêmes choses, on a des valeurs communes. Sommes-nous une dream team dans laquelle chacun a des domaines d'expression dans lesquels ils excellent? Donc, diagnostic non plus individuel et collectif. Deuxième temps, actons finalement que dans l'équipe, on a des leaders de thématiques parce que c'est là où ils sont les meilleurs, c'est là où ils excellent. Et donc, assumons la fragilité de chacun des membres de ces équipes au collectif, puisque le troisième temps, ça va être cette capacité finalement à collaborer, à faire le combinatoire. Vous voyez à quel point le PSG se plante cette année, alors ils n'ont que des stars. Dans une équipe Dream Team, il y a des gens qui excellent dans une chose et qui ne maîtrisent peut-être pas la compétence B. Et c'est dans la capacité à les faire travailler ensemble, se faire confiance, être dans une sécurité psychologique suffisante qu'on va pouvoir créer des dynamiques d'excellence sur l'ensemble des domaines. Mais tu parlais de complexité tout à l'heure, ça veut dire que pour un collaborateur, il faut être capable de faire le deuil d'un certain nombre de compétences sur lesquelles j'avais déjà commencé à me former. Oui. Donc j'arrête de travailler là-dessus et je choisis, j'identifie ce que va être la pépite ou la zone sur laquelle va se situer ma contribution optimale. Les Américains disent travailler vos forces finalement. On va aller accélérer les forces du collaborateur, les forces distinctives, et on va l'amener peut-être à renoncer à certaines compétences, ou même si on cherche à l'améliorer, ça ne fera jamais le job par rapport à l'exigence qu'on peut avoir sur cette dimension-là. Alors ça ne vous empêche pas d'être numéro 2, numéro 3, d'être dans un collectif, mais il faut des leaders thématiques qui sont vraiment des champions, entre guillemets. Mais quand on parle de la complexité, en fait, de toutes ces compétences à développer, ça représente un nombre de compétences qui dépasse en règle générale très largement l'effectif de l'équipe qu'on dirige. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'une ou deux personnes aient probablement aussi soient capables d'exprimer ce niveau d'excellence sur ces une ou deux compétences, mais dans un certain nombre de cas, on n'aura pas assez de monde pour faire ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de se dire qu'on a une stratégie de make or buy. Ça veut dire, ok, j'ai la compétence critique, je la développe et j'ai des gens qui sont excellents là-dedans. Ou alors dans ce cas-là, je suis capable d'aller trouver les partenariats à l'extérieur. En attendant de pouvoir réinternaliser ces compétences critiques et puis du coup de les travailler, d'avoir des plans de développement qui permettent de gérer ça. T'as raison Jérôme là-dessus. On est une équipe learning qui accepte un périmètre qui va être traité en interne et qui fait le deuil de plein d'expertises et qui va penser après en écosystème, soit écosystème interne, en se reposant sur d'autres membres de l'organisation, soit en écosystème ouvert. Et dans ce cadre-là, justement, aller chercher les meilleurs, que ce soit des start-upers, des cabinets, des experts, des formateurs, et vraiment raisonner en écosystème et non plus en équipe où on doit tout faire tout seul. A contrario, ne pas être dans les usages que moi je voyais, on ne fait pas grand-chose et on achète tout, parce qu'on avait le carnet de chèques ou la carte bleue. Ça veut dire que maintenant, l'entretien annuel, quand je suis manager L&D, avant je rencontrais chaque membre de mon équipe et je regardais le référentiel de compétences et je me disais, ok, ingénierie pédagogique, gestion de projet, marketing de la formation, j'allais regarder ce qu'étaient ces différentes compétences, déploiement, etc., etc. Et je regardais, je positionnais mon collaborateur. En fait, d'une certaine manière, ce que tu recommandes dans ce cas-là, c'est qu'on se réunisse tous et on se dise, ok, qui est très bon là-dessus? Ouais, je vais même plus loin, Jérôme. Entretien annuel, c'est plus l'horizon possible dans un monde VUCA. Derrière, une majorité d'objectifs collectifs et une capacité à collectivement s'engager sur des actions de spécialisation et de learning et d'auto-évaluer la contribution au sein de la Dream Team des uns et des autres, puisque on bascule dans une approche collective de la performance. Okay. Et après, bien sûr, ça peut nous ramener sur des plans individuels de développement des compétences. Mais je crois qu'on est au bout, non? Oui, on est. Voilà, il reste 3 minutes. Des questions, des réactions? Oui.
Ouais. Du coup, est-ce que ça participe pas à l'enfermement du salarié, justement, à répondre aux besoins de l'entreprise, donc à se former dans quelque chose qui ne va pas forcément l'intéresser et pas forcément l'aider à se réaliser? Alors, ça va forcément l'intéresser parce que dans le concept de Dream Team, vous allez sur vos domaines d'appétence prioritaires et vos forces. Donc c'est un moteur, entre guillemets. On ne va pas vous dire, toi, tu es mauvais là-dedans ou tu n'en as pas envie, donc tu vas être le leader technique de ce truc-là. Donc, quoi qu'il arrive, au contraire, c'est de le positionner là où il y a du désir. Et après, ça ne veut pas dire que c'est à vie. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas se mobiliser sur d'autres thématiques. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment conscient que la polyvalence était une arme d'employabilité, devient plus challengeante dans un monde dans lequel les technologies prennent les tâches simples et répétitifs et dans lequel donc, le niveau d'exécution doit être plus élevé et l'exigence doit être plus forte. Ça se fait comme ça. Ensuite, il y a du hors-travail, vous pouvez participer à un projet par ailleurs, vous pouvez avoir des aspirations, vous pouvez renoncer à un rôle, vous pouvez avoir d'autres désirs. Il ne faut certainement pas fermer le jeu. Il ne faut pas être à vie le créatif de l'équipe ou l'ingénieur pédagogique de l'équipe. Et c'est là où le raisonnement collectif est intéressant. On se réunit, on fait émerger les éléments de désir, on fait émerger les éléments de force et collectivement, on choisit finalement le chantier d'hyper-excellence ou de spécialisation. Mais ça peut être réinterrogé régulièrement au sein de l'équipe ou au bout d'un an, au bout de 2 ans, pour certainement pas figer le jeu. Parce que le désir, ça évolue. Encore plus aujourd'hui. Non, mais je rigole, ça va. Dans un monde où on s'ennuie aussi vite. Donc, mais c'est avoir d'abord une vraie lucidité sur l'approche collective de l'équipe, voir s'il y a des trous dans la raquette, assumer de l'hyperspécialisation plutôt qu'une polyvalence ou un clonage ou une compatibilité culturelle. Et ensuite, effectivement, il y a une complexité pour renouveler le jeu, ça, vous avez raison. La mobilité est possible. Pardon ? La mobilité, du coup, de l'employé est possible. Bien sûr. La mobilité est possible, mais surtout dans le monde d'aujourd'hui, on est tous multi-actifs en fait. C'est-à-dire qu'on est leader d'une thématique ou d'une expertise dans son équipe, mais on peut participer à 3 autres projets au sein de l'entreprise dans lesquels on aura un autre rôle, et on a de l'extra-pro sens. Donc moi, j'envisage plus les gens simplement par un job principal et un portefeuille de compétences. On voit tous que si on n'est pas tous slasheurs, on est tous multi-actifs aujourd'hui. It's sure. He likes to have something in your hand. It will occupy his hand, I guess. Thank you. Et malheureusement, il est 10h30, heure fatidique. On y répond à côté si vous voulez, hein, mais j'ai une réponse là-dessus. J'espère que ça vous a été utile. Merci infiniment pour votre écoute. Merci beaucoup.